Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Ouverture officielle ce jeudi matin à Cotonou du Caucus africain, une réunion des directeurs des deux institutions de Bretton Woods, des ministres des Finances, de l'économie, du développement et des gouverneurs des banques centrales des 54 pays d'Afrique. Vous suivrez les précisions dans ce journal. L'ouverture de la troisième session extraordinaire n'a pu être effective ce jeudi à l'Assemblée nationale. La séance a été renvoyée conformément à la Constitution au lundi prochain. Et puis le ministre des Sports, Oswald Omeki, est allé doper le moral des écureuils cadets qui vont jouer dimanche prochain le deuxième tour des qualifications de la CAN des moins de 17 ans. Merci de nous rejoindre. Le Bénin accueille depuis ce jeudi matin le sommet du Caucus africain, une rencontre qui vise à renforcer la voix des gouverneurs du continent sur des questions importantes relatives au développement socio-économique de la région au sein des institutions de Bretton Woods. C'est la capitale économique Cotonou qui abrite ce sommet qui réunit les 54 chefs de gouvernement africains ainsi que les gouverneurs du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Reportage. Cotonou, siège de la haute finance internationale, les 4 et 5 août 2016. La capitale économique du Bénin abrite le sommet du Caucus africain, un sommet qui réunit les gouverneurs africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Pendant 2 jours, ces hauts cadres du monde de l'économie et des finances du continent auront à réfléchir autour du thème « Accroître l'appui des institutions de Bretton Woods en vue de répondre au choc, renforcer la croissance et promouvoir la transformation de l'Afrique ». Le défi est grand pour le Bénin qui a pris la présidence du Caucus africain à l'issue des assemblées annuelles en octobre 2015 à Lima. Pour le ministre béninois du Développement et du Plan Abdoulaye Biotchane, président du Caucus 2016, il est nécessaire de trouver au cours de ce sommet les mécanismes pour le relèvement économique du continent. Je ressens aussi un grand privilège de présider le groupe consultatif africain à l'heure où l'histoire nous invite à apporter des réponses concrètes face à la vulnérabilité économique et financière qui se généralise au-delà du continent africain. Notre groupe devra de nouveau faire la preuve de son leadership et de sa détermination à assurer le progrès du continent et de nos pays respectifs. Nous devons mener des discussions et réflexions pertinentes au cours de ces assises pour continuer d'espérer la transformation de notre continent, l'Afrique. Pour l'Afrique tout entière, il est question de résister à la crise économique mondiale et face aux enjeux considérables en termes de croissance, de finances publiques, d'équilibre macroéconomique et de développement. Le président béninois Patrice Talon a exhorté les représentants de ces institutions de Bretton Woods à plaider le cas du continent auprès de ces institutions pour accroître ses sources de financement. L'édition 2016, qui se tient ici à Cotonou, s'inscrit également dans le défi de la mobilisation suffisante des ressources pour le financement face aux enjeux sans cesse croissants et de plus en plus pesants d'un développement qui se doit d'être dorénavant durable et inclusif. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme vous pouvez vous en douter, les engagements et résolutions pris il y a 1 an à Luanda, de même que les objectifs fixés, n'ont pas été tous atteints, du fait notamment de la conjoncture peu favorable dans laquelle ont évolué la plupart de nos différentes économies. Ces constats peu reluisants, en même temps qu'ils mettent en relief la vulnérabilité du continent face aux chocs exogènes, nous appellent également à apporter aux besoins croissants de nos populations des solutions adéquates. Je ne doute pas un seul instant qu'en regroupant en ces lieux autant de sommités du monde de la finance, nous enregistrerons des progrès importants sur les questions d'intérêt commun. Le premier jour du sommet Caucus 2016 à Cotonou est consacré à un séminaire de haut niveau qui sera une plateforme de dialogue et d'échange d'expériences entre ministres et gouverneurs africains. Et le deuxième jour est réservé à la préparation du mémorandum 2016 du groupe africain. Il faut rappeler que cette rencontre prend fin demain vendredi. La traditionnelle point de presse du Conseil des ministres d'État Pascal Irénée Koupaki s'est tenue ce mercredi à la suite du Conseil des ministres. D'importantes décisions sont à retenir. En voici un extrait. Le décret 2003-400 du 13 octobre 2003
porte organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle au Bénin. C'est en application de ce décret que des entreprises sont agréées au régime de la zone franche industrielle. Certaines entreprises agréées, dont le marché principal est le marché communautaire de la CEDEAO, éprouvent de nombreuses difficultés d'écoulement de leur production depuis l'institution des règles d'origine et depuis l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Pour lever cette difficulté et permettre à ces entreprises de bénéficier de la libre circulation de leurs produits, il est donc prévu la possibilité pour les entreprises agréées de renoncer au régime de la zone franche industrielle et d'opter pour le régime du Code des investissements, si cela s'avère nécessaire. Le Conseil a donc pris le décret portant modification de l'article 24 du décret 2003-400, 13 octobre 2003, décret portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle en République du Bénin. Le ministre de la Santé a rendu compte au Conseil de l'évaluation des offres relatives à la construction et à l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada. Le Japon s'est proposé de financer la construction de cet hôpital sur un accord de don qui fait 10 milliards de francs CFA. Le délai contractuel d'exécution de ce projet est de 16 mois à compter de juin 2016. Donc les travaux seront achevés à fin octobre 2017. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et des Affaires sociales a présenté au Conseil un bilan partiel des activités de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes des agents de l'État, qu'ils soient civils ou militaires. Les activités de cette commission s'inscrivent dans le cadre de la moralisation de la vie publique, de l'amélioration de la gouvernance administrative et de la lutte contre l'impunité. Le compte rendu fait au Conseil révèle que 10 agents ont usé de faux diplômes pour se faire recruter à la fonction publique ou reverser dans la fonction publique. Ce sont des faits graves. Le Conseil a autorisé le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales à enclencher la procédure de radiation à l'encontre de ces 10 agents. Les dossiers des intéressés seront transmis au ministre de la Justice et de la Législation pour les poursuites judiciaires à l'encontre des mises en cause. Le ministre chargé de la fonction publique, pour sa part, a été instruit au fin de proposer un dispositif d'examen préalable et minutieux des diplômes des candidats au concours d'entrée à la fonction publique ou ceux des agents sollicitant des reclassements ou des reconstitutions de carrière. À l'Assemblée nationale, la troisième session qui devrait s'ouvrir ce jeudi a été renvoyée à lundi pour faute de quorum. Le deuxième secrétaire parlementaire, Dakbe Sossou, a profité de cette occasion pour échanger avec la presse parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedji, a fait à l'entame vérifier le quorum par les secrétaires parlementaires. Une présence insuffisante de députés qui ne permet pas, au regard du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de procéder à l'ouverture de la troisième session extraordinaire. Le président, Maître Adrien Ongbedji, fait le constat. Donc nous ne pouvons pas ouvrir et nous sommes tenus de renvoyer au troisième jour qui suit. Le troisième jour qui suit, c'est dimanche. Nous allons renvoyer l'ouverture de la session extraordinaire à lundi pour nous conformer à la Constitution.
Et donc, lundi 8 août, la troisième session extraordinaire de l'année 2016 sera ouverte avec ou sans quorum et les 5 points à l'ordre du jour passeront à examen. Restons au Parlement béninois pour dire que le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable Dakpe Soussou, a rencontré la presse parlementaire pour faire le point à mi-parcours de sa participation au contrôle de l'action gouvernementale. Dakpe Soussou, l'élu de la 18e circonscription électorale, se dit satisfait et optimiste par rapport à l'évolution des travaux à l'hémicycle. Pour ne faire référence qu'à la dernière session ordinaire, 16 lois sont votées, y compris 4 autorisations de ratification d'environ 28 milliards de nos francs. Et dans ce cadre, conformément à l'article 106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons saisi le gouvernement sur la base des questions orales suivies de débats pour avoir des clarifications sur certains dossiers qui nous paraissent mal gérés. Et ce sont des dossiers que j'ai introduits personnellement sans accompagnement d'autres députés. Il s'agit donc du concours frauduleux que vous connaissez. La construction des turbines à gaz de Maria Gleta. Le deuxième secrétaire parlementaire salue les actions du gouvernement de la rupture et son sens d'écoute de la représentation nationale. Il dit être prêt à poursuivre la bataille pour satisfaire ses mandats. L'optimisme est la voie du succès. Nous voudrions adresser nos sincères remerciements au gouvernement du Nouveau Départ pour son dynamisme, son écoute, plutôt sa compassion, aux maux dont s'ouvre le Bénin, et les réformes engagées pour que nos populations recouvrent le soulagement souhaité. En page magazine de cette édition, rendons-nous dans les départements du Monokufo. Là-bas, les célébrations dominicales, les prières individuelles à la maison ou en communauté dans les églises ne consolent plus certains chrétiens dans leur élan de piété. Ces chrétiens à la quête de la guérison fréquentent aussi des camps de prière qui deviennent de plus en plus nombreux dans cette région. À travers cet élément, Jonas Botti nous fait découvrir ces camps de prière. À première vue, on dirait des hameaux perdus au milieu des champs, mais à y voir de près, c'est des coins cachés où se retrouvent des fidèles chrétiens de toute obédience religieuse à la recherche de guérison. C'est des zones où les gens viennent pour prendre la délivrance. Un camp de prière, c'est là où les chrétiens doivent se rencontrer, être à l'écart des autres pour prier Dieu par diverses manières. Chez nous ici, tout le monde vit, quel que soit de l'église apostolique, de Pentecôte de la foi, Pentecôte au Bénin et de l'Assemblée de Dieu. Même ceux qui sont dans les célestes aussi peuvent venir prier parce que nous avons un seul Dieu. C'est pour tout le monde. Même les païens peuvent arriver. Celui qui ne connaît pas encore Dieu, s'il a un problème, il peut venir vers nous dans le camp de prière. Là, Dieu va le guérir, Dieu va le sauver d'abord, avant qu'on lui parle de la Bible. L'un de mes camarades étudiants m'a informé qu'il y a un camp de prière à Azorbe, que Dieu passe par son dirigeant et opère des miracles dans le camp. Et quand je suis arrivé, j'ai aussi mon gain de cause. Pour les responsables des lieux, il ne faut pas confondre camp de prière et église. Une église, c'est un lieu où on donne des enseignements pour la connaissance de Dieu. Mais dans un camp de prière, on ne fait que la prière. On ne peut pas donner des enseignements à quelqu'un qui souffre. J'ai de l'autre côté des malades mentaux. Quel enseignement peut-on donner à un malade mental? On ne peut que prier pour lui. La différence est ceci. À l'église, les prières se font hebdomadaires. Mais au camp, c'est à chaque moment compris. Il n'y a pas de repos. Dans les églises, on ne peut pas recevoir les fous. On ne peut pas chaîner les fous dans les églises. Ceux qui sont
problème de, ceux qui ont le problème de mémoire, on ne peut pas les enchaîner dans les églises. Et encore, dans les églises, on ne garde pas les malades dans les églises. À l'exception du camp de prière, la terre de Canaan de Kisame, qui a l'air d'un autre État, au cœur du Koufo, avec un drapeau, et dirigé par Tchatcha Nestor, devenu roi Salomon II, tous les camps de prière visités ont beaucoup de similitudes, notamment la guérison des malades par la prière, uniquement la prière et surtout sans médicaments. S'ils ont des cas de maladie, n'importe quel genre de maladie, et ils n'ont qu'à arriver. C'est uniquement que la prière. On n'a rien à utiliser à ce moment, même pas de médicaments. C'est des guérisons miraculeuses. Nous, on ne donne même pas des tisanes. C'est le sable qui est dans la maison que l'on met dans l'eau que vous avez vue là. Et on lui donne à boire et c'est fini. Et Dieu passe pas dedans et la personne trouve la guérison. Les personnes rencontrées sur ces camps de prière pensent avoir tutoyé la limite des prouesses de la médecine à ce 21e siècle, au point où ils se sentent obligés de se soumettre à la thérapie des prières. Mais pour certains, ce choix n'est pas sans conséquence. Il n'y a rien de bon sans le côté négatif. C'est pourquoi tu peux venir dans les camps de prière et subir des critiques. Ou bien tes dirigeants pourront se soulever contre toi et dire que pourquoi vas-tu au camp de prière, tu pries. Et il y aura des critiques soit disant qu'on utilise les esprits des démons. Selon les informations que nous avons, c'est que les dirigeants sont parfois des gourous. Des gens qui établissent, qui ont une pleine autorité sur ceux qui y viennent. Et quand tu y viens, selon ce que ceux qui ont fait l'expérience racontent, c'est que tu dois... Il y a des conditions à remplir. Eux-mêmes sont bien placés pour me dire des conditions à remplir. Et la sécurité, la protection, souvent même, quand la maladie s'aggrave, ils n'aiment pas que les gens meurent là. Parce qu'ils savent qu'ils auront des problèmes avec la justice. Donc souvent, quand la personne est déjà presque à l'extrémité, on la dégage pour l'amener tardivement à l'hôpital. Et le pire arrive. Pour Bakari Ganiatou, missionnaire de la mission Action évangélique, avec la foi authentique en Dieu, les chrétiens peuvent se passer de ces camps de prière. Si je dois passer par un homme avant d'accéder à Dieu, donc moi je n'ai pas la foi. Là je m'adresse directement, je lui présente. Là je n'ai même plus besoin d'aller dans un camp. Mais l'homme, la pensée, la mentalité que nous avons en Afrique, cette mentalité, plusieurs ne sont pas encore développés de cette mentalité. C'est ça qui fait qu'ils coupent. Le dénominateur commun de ces camps de prière, c'est la guérison par Dieu. Et il faut avouer qu'à la recherche de guérison, le malade n'a toujours pas le choix. Mais pour ceux qui ne sont pas encore malades, le choix est encore possible entre la maison, l'église ou un camp de prière pour préserver sa santé. L'actualité hors du Bénin à présent, Dominique Léandre Chevalier, viticulteur, rebelle dans le monde très codifié du Bordelais, est un apôtre du labour au cheval, cultivant des vignes avec jusqu'à plus de 33 000 pieds à l'hectare, densité triple de celle de Grand Cru. Eh bien, il vend ses meilleures cuvées sur le label Vin de France et non pas Bordeaux. Reportage. Le soleil se lève à peine sur l'île de Patiras, au milieu de l'estuaire de la Gironde. Accessible en bateau, à marée haute, l'île accueille ce matin un chargement en particulier. C'est sur cet îlot, aujourd'hui inhabité, que Dominique a choisi de replanter des vignes comme autrefois, en respectant le travail de la terre. À ma manière, à ma démarche, ne rentre pas forcément dans un moule bien précis. L'idée, c'est d'arriver de se rapprocher à faire des vins le plus net, le plus propre, le plus pur. Vu qu'on était en création de plantation, c'était justement de redémarrer ce vignoble avec un travail du sol pour forcément éviter le chimique, quoi. Mais ici, on ne revendique pas de label en fait. Pas de label, mais une marque DLC reconnue aujourd'hui par les connaisseurs. Le credo du viticulteur, ne rien faire comme les autres, pas d'AOC, pas de notes dans les guides prestigieux, pas ou peu de chimie, des plantations de cépages oubliés. Ce fils de pépiniériste passé par les compagnons du Tour de France expérimente depuis maintenant 30 ans. L'objectif, c'était de arriver à faire des vins de caractère.
où il y a une âme, une trame, l'identité d'une marque, d'un homme derrière et où on ne peut pas oublier facilement. Donc apporter une vraie signature en fait sur un vin. Autre spécificité sur la commune d'Anglade, près de Blaye, les ceps sont plantés très serrés les uns des autres, comme cela se faisait il y a un siècle. On est planté jusqu'à 33 333 pieds hectares, donc ça donne l'équivalent d'un pied tous les 30 cm, et de manière à minimiser le nombre de grappes par pied. Voilà. Si on prend un pied de tomate où il y a 10 tomates, et un autre pied de tomate à côté où il y a 5 tomates, les saveurs ne sont pas les mêmes. La vigne, en fait, c'est exactement pareil. Ici aussi, le sol est travaillé au labour, les vignes sont attachées avec du jonc naturel qui se décompose avec le temps et les vendanges se font bien sûr à la main. Des coûts de production qui se retrouvent forcément dans les prix des bouteilles, comptés entre 15 et 30 € pour les différentes cuvées. Moi, je ne cherche pas à être l'enfant terrible j'ai rien à revendiquer. Le côté attractif pour moi, c'est de continuer à penser, à créer, et à partager cette fameuse passion du travail de la vigne et du vin. Sa pépite, la voici, cette plantation circulaire uniquement composée de vignes francs de pieds anciens, comme avant l'invasion au XIXe siècle de l'insecte Phylloxéra qui détruisit la plupart des vignobles. De ces raisins originels découle un nectar, baptisé le tricolore, à plus de 3 000 € la bouteille. Ce n'est que lorsque sa pharmacie a été ravagée par un incendie pour la deuxième fois que Aye Aye Ndiaye a pensé à prendre une assurance, un marché en développement dans la Birmanie en pleine croissance. C'est dans ce recoin d'un marché de Rangoon qu'Aye Aye Ndiaye stocke ses médicaments depuis quelques mois. Cette pharmacienne a tout perdu dans un incendie, le deuxième en 5 ans. Alors cette fois-ci c'est décidé, Aye Aye va faire assurer son stock, un concept nouveau en Birmanie. Je dois prendre une assurance. J'ai déjà tout perdu 2 fois et j'ai peur de tout perdre à nouveau. Avec une assurance, je pourrais récupérer mon capital. Depuis la transition politique de 2010, l'économie du pays a décollé. Les voitures sont de plus en plus nombreuses et avec elles, les accidents. Et là aussi, les Birmans découvrent l'intérêt des assurances, même s'il ne serait encore que 5% des 600 000 conducteurs à être assurés. Je me sens plus en sécurité au volant depuis que je sais qu'il y aura un dispositif pour m'aider. Je suis soulagée. Jusqu'en 2013, la seule possibilité de s'assurer était auprès d'une entreprise d'État, contrôlée par les militaires. Mais l'ouverture du pays a permis l'émergence d'une concurrence. Le potentiel est énorme. Et c'est vrai que le marché va se développer et évoluer. Un marché qui pourrait devenir juteux et intéresse déjà les entreprises étrangères. Pour l'instant, leurs activités sont encore limitées par la législation birmane, une situation qui pourrait évoluer aussi vite que l'économie du pays elle-même. Du sport à présent, les écureuils cadets en préparation pour disputer le deuxième tour des qualifications de la CAN des moins de 17 ans ont reçu la visite du ministre des Sports. L'équipe béninoise va affronter la sélection ivoirienne le dimanche prochain. La rencontre aura lieu au stade Mathieu Kérékou. À 4 jours de ce match, Oswald Omeki a cru devoir aller les rencontrer. Et cela se passait ce mercredi après-midi et sa visite a eu un impact sur la préparation des cadets, leurs sélectionneurs. En témoigne cet extrait. Je me sens à l'aise. Le fait qu'il est là pour venir nous soutenir pour les entraînements. Donc nous aussi, on va essayer de faire de notre mieux pour le match contre la Côte d'Ivoire et on va gagner. Je pense que la présidente du ministre a tout résumé. Il a fait tout le cours. J'aurais bien voulu qu'il prenne le témoin parce que pratiquement on voit qu'il a parlé de tout, de la maîtrise de balle, des comportements tactiques. Et là, on sent dans son discours qu'il reconnaît la force des Ivoiriens en matière de structure opérationnelle qu'ils installent très tôt et de la relève qu'ils préparent plus tôt. Mais je crois que le ministre a été clair, nous jouerons sur nos forces, à savoir ne pas leur donner l'occasion de tellement nous dribbler et de prendre l'avantage. Donc je pense que ce soir, le ministre, au-delà de cette apparition, avait les idées claires, saines sur ce que va devenir le football béninois. Vous savez qu'ils sont à quelques jours d'un grand rendez-vous, un match contre la Côte d'Ivoire ici. Et il était de mon devoir en tant que ministre de tutelle de venir
les saluer, les réchauffer, les motiver et leur dire surtout qu'ils sont désormais engagés sur une voie qui est une voie que nous allons tracer ensemble et sur laquelle nous allons nous engager sans revenir en arrière. L'adversaire de dimanche est un adversaire à respecter parce que c'est un pays qui a une grande tradition en catégorie d'âge. Nous sommes en train de nous mettre à cette tradition-là. J'ai dit que le miracle est possible, mais il faut croire en la préparation, il faut croire en la formation, il faut croire aux catégories d'âge. Je suis venu surtout féliciter l'encadrement technique, le coach, féliciter les joueurs qui sont très jeunes. Je peux l'attester, le certifier sur la base de ce qui m'a été dit. J'ai pu observer les joueurs, je les ai regardés et je crois que nous avons une équipe qui est réelle. Nous n'avons plus de tricherie. C'est une très bonne chose que l'IRM ait été introduit. Ça va ramener l'Afrique à respecter les catégories d'âge. Moi, j'en suis très heureux parce que je crois aux catégories d'âge et je peux dire que nous avons une très belle équipe. Ils sont jeunes, ils n'ont pas plus de 17 ans et le talent qu'ils ont, c'est un talent que chacun découvrira dimanche prochain. Je rappelle que les conditions sécuritaires et sanitaires sont prises. Je viens de présider moi-même une réunion avec les forces de l'ordre, avec les responsables de la santé au plan national. Le comité d'organisation du match est déjà instruit. Je veux dire aux Béninois qu'ils peuvent venir au stade dans la paix, dans le calme. Il n'y aura pas de débordement, tout sera maîtrisé. Chacun pourra venir calmement assister à la fête et rentrer. Mesdames, Messieurs, cette édition prend fin ici. Merci pour l'attention et à demain.